Écoutez, c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, l'activité ou le trafic web a largement explosé pendant cette période de Covid. On sait que 50%, un peu plus, tu me corriges Tom, du trafic global est généré par les moteurs de recherche, que 70% des clics sont réalisés sur les 5 premiers résultats des moteurs et qu'aujourd'hui, 60% des internautes en gros, font leurs recherches avant de passer à l'achat. Et à l'heure où on parle impact, investissement long terme pour les entreprises, on s'est dit que dans le marketing digital, le SEO nous semblait correspondre à cette définition. Et c'est pour ça que, Tom, je te remercie de passer du temps avec nous. Et je suis très heureux de faire ce webinaire avec toi où tu vas pouvoir nous présenter le fruit de ton expérience, de l'expérience d'Eskimos aussi sur ces sujets-là. Je vais peut-être te présenter à l'audience. On a un peu plus d'une centaine de participants. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui pourront s'ajouter au fur et à mesure. Mais voilà, Tom, la parole est à toi. Je te laisse te présenter, nous présenter Eskimos et puis nous partager tout ton savoir. OK, merci, beaucoup déjà, David et Alexandre pour l'invitation à prendre la parole, auprès de votre audience sur nos sujets, en l'occurrence sur notre sujet parce que, chez Eskimos, comme tu l'as bien dit, on est une agence SEO. On est une des, rares, agences du marché, à avoir, choisi de se concentrer et concentrer toute notre, énergie et nos forces uniquement sur ce canal d'acquisition qui est, suffisamment complexe, je pense, pour qu'on, passe toutes nos journées, à essayer de décrypter, heu, la boîte noire, qu'est, l'algorithme de Google. Je pense que c'est, le SEO, le seul canal marketing, si tu veux, dans lequel tu n'as pas, de méthodologie de formation. Tous les canaux marketing traditionnels, pour prendre l'exemple de Google AdWords, il y a, une plateforme qui s'appelle Google qui met à disposition un produit publicitaire, en l'occurrence, la possibilité de faire du Google Ads et du coup et ben, elle a un mode d'emploi, pour que les gens qui veulent se servir de cet outil publicitaire puissent s'en servir au mieux. Pour le SEO, c'est un petit peu différent parce que Google aimerait qu'on n'existe pas, finalement et laisser, la magie de ces algorithmes opérer tout seul et les résultats organiques se faire tout seuls. Nous, on est un petit peu une poussière dans ce mécanisme-là. On essaye de, au contraire, essayer de intelligemment, mettre en place des stratégies pour, positionner des sites, organiquement, sur les algorithmes de Google. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Moi, je suis directeur, commercial de la société. Je suis rentré dans la société il y a à peu près 5 ans en tant que stagiaire. J'étais passionné de SEO, et voilà, je voulais absolument travailler en agence SEO. Je suis vite passé business developer dans la société parce qu'à l'époque, elle était toute petite et le pôle sales n'était pas structuré. C'était, Andrea Benseil, le CEO de l'agence qui avait, cette lourde tâche, à accomplir tous les jours. Il avait plus tellement de temps à lui accorder à cette tâche-là. Donc je suis passé business developer, puis directeur commercial. La boîte a grossi, depuis et voilà C'est pour top. la Vous présentation. accompagnez combien de clients là en ce moment sur ces sujets? On a, 300 clients actifs aujourd'hui. Je suis assez, fier de dire qu'avant le covid, on n'en avait, que 270. Donc pour nous, c'est une période qui a été, plutôt faste. Ces 2 mois, qui sont malheureusement 2 mois assez terribles pour l'économie, mais bon, on le sait, l'économie se digitalise. Les gens aussi, les CEO, les directions marketing ont pris plus le temps de se poser sur leur stratégie marketing, comment sur le long terme, on va réussir à faire de la notoriété et à baisser nos coûts d'acquisition et ils se sont naturellement tournés vers le SEO. Mmh. Ouais, et puis on Voilà, ouais. le on le verra, tu nous en parleras un peu dans ce contexte un peu particulier aujourd'hui. C'est vrai que ce type, le SEO et tous les investissements long terme, enfin, et les stratégies marketing, c'était le moment vraiment de revoir un peu tout ça, de se poser, de créer du nouveau contenu. Voilà, tu vas avoir l'occasion de nous partager tout ça. Ouais. Et puis, je te laisse peut-être nous expliquer un peu ce que c'est le SEO et puis en gros, pourquoi il est important pour des startups et puis finalement toute entreprise et parfois délaissée malheureusement. Ouais, alors le SEO, c'est l'acronyme de Search Engine Optimization, et donc du coup, nous, on s'attaque aux résultats organiques de Google et on fait en sorte que les sites, sur lesquels on travaille apparaissent dans les meilleures positions possibles sur les résultats organiques. Après, on peut rentrer, si tu veux, directement dans la présentation. CEO pensée SEO, il y a tout un déroulé où justement, je vais expliquer pourquoi malheureusement c'est encore, selon moi, je suis, pas très neutre dans l'histoire, mais un canal qui est trop souvent délaissé par,
par certaines directions marketing et pourquoi, à l'inverse, c'est, je pense, un canal à prendre très au sérieux, même de la part de CEO, de chefs d'entreprise qui délaissent beaucoup de choses en marketing, s'agissant des dépenses, confient des budgets. Mais sur le SEO, il y a quelque chose de particulier parce que finalement, on met pierre par pierre et c'est un vrai actif. Ça peut constituer un vrai actif pour une société, le SEO. Donc c'est ce que j'essaierai de démontrer aussi lors de la présentation. Bah, je sais que Est-ce que tu veux que je partage mon écran? ouais, je te laisse partager ton écran. Je sais que tu as bien préparé tout ça et puis tu as des belles slides à nous présenter. Et c'est intéressant justement, je te laisse télécharger la présentation, mais de comprendre pourquoi bien souvent ça a été, ou ces dernières années, ça a été un peu le parent pauvre du marketing et pour quelles raisons ça a été sujet un peu délaissé et qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus et que ça devient un énorme sujet. Enfin, je voyais un peu les derniers rapports où enfin, ça devient une des priorités des équipes marketing, enfin, pour Ouais. 60% des équipes, quoi. Donc ça devient vraiment un sujet d'actualité. Bah, très honnêtement, l'économie aussi se digitalise. Moi, quand je suis rentré dans la société il y a 5 ans, quand je faisais de la prospection, j'étais parfois challengé sur mais à quoi ça sert le SEO? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Aujourd'hui, je pense que la donne a un petit peu changé et que les gens arrivent avec déjà une connaissance de ce qu'ils peuvent tirer du moteur de recherche. Ils l'utilisent tous les jours. Ils en ont entendu parler. Il y a une culture en fait digitale qui est plus forte qu'il y a 5 ans et qui va encore s'accentuer. Et de plus en plus, l'idée pour un spécialiste du marketing digital, je pense, quelconque, peu importe la spécialité, ne sera pas de démontrer l'intérêt de son canal, de sa spécialité, mais plutôt de démontrer son expertise et en quoi il est pertinent sur le sujet. Donc ça, je pense que c'est un fait. Aujourd'hui, la culture s'est améliorée. Si tu veux, si vous voyez mon écran, David, tu me le confirmes. Ouais, c'est parfait. Ok. Très bien, on voit tout. Ok, super. Du coup, juste petit rappel sur ce qu'est Eskimos, agence 100% SEO, comme je disais en introduction. C'est une agence qui a été créée par Andrea, comme je le disais, qui a créé l'agence. En fait, il était encore étudiant en business school au moment de la créer, donc il était très jeune. Il n'a pas capitalisé sur une expérience passée, peu d'expérience de l'agence, peu d'expérience en SEO. À la base, il voulait juste monter un blog parce que c'était un passionné. Et du coup, bon, les choses, elles ont mis un petit peu de temps à, à décoller, je dirais. Et ça s'est vraiment accéléré pour Eskimos en 2016, où on a commencé à avoir une traction cliente intéressante. On a été élu en 2017 première agence de conseil digital par les Échos en termes de croissance générée sur les 2 dernières années. En 2018, on a accueilli notre 60e employé. On est aujourd'hui à 80 salariés chez Eskimos. L'année dernière, on a fait une grosse levée de fonds. L'idée pour nous, donc on a acquis un statut, je pourrais dire, de leader, même si c'est contestable. Il y a d'autres agences qui tirent aussi bien leur épingle du jeu sur le marché. Mais en tout cas, sur la France, on a quand même bien fait notre trou. Et l'idée pour nous, à compter de cette année, en réalité, c'est de se développer à l'international. Donc, on a une agence qui s'ouvre à Bruxelles à la fin de l'année et à Madrid. Et puis en 2021, on va ouvrir une agence à Londres et à Berlin, je l'espère. Bah, disons, Voilà. c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est une belle progression. Finalement, Ouais. Eskimos a un peu un historique qui reflète cette phase plus ou moins longue, hein, qui a pris quelques années d'évangélisation du marché, quoi, qui reflète ce que tu disais, effectivement, que ça a été souvent le parent pauvre, on l'a un peu délaissé et que depuis quelques années, tu notes un véritable intérêt et puis enfin, une vraie importance du SEO, quoi, dans les stratégies marketing digitales, quoi. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je pense que notre ampleur, elle correspond aussi à l'ampleur sur le marché. Il y a une explosion et je pense qu'il y a des budgets qui sont plus importants aujourd'hui qu'hier sur nos leviers. Ça, c'est une chose. Mais pour faire une métaphore, Eskimo, c'est aussi construit de manière très organique en fait. C'est-à-dire que ça a pris Mm. beaucoup de temps. La plupart des gens qui ont rejoint l'agence ont rejoint l'agence en tant que junior. Moi, j'en fais partie. J'avais 25 ans quand j'ai rejoint l'agence, peu d'expérience professionnelle. Et au final, j'ai aussi fait mes armes dans l'agence. Et c'est le cas pour pas mal d'éléments chez nous. C'est comme ça que l'agence a vraiment progressé initialement, donc de manière un peu organique. Là, la donne a complètement changé. On a recruté une dizaine d'experts sur ce début d'année qui ont tous entre 5 et 10 ans de métier sur le SEO. Et pour le SEO, c'est beaucoup, sachant que Google a 20 ans. Et du coup, là, on passe clairement à l'étape supérieure. Et en 2020, du coup, on a un beau projet aussi qui a été lancé, c'est l'Eskimos Academy, qui est la première école 100% dédiée au SEO en Europe, où on a 2 programmes.
du coup, qui vont peut-être en intéresser certains auditeurs aujourd'hui. Un premier programme, c'est un bootcamp sur 2 mois pour former les professionnels SEO de demain. Parce qu'il faut savoir que le SEO, c'est une des compétences les plus recherchées sur LinkedIn. Selon une étude Mm. Microsoft, c'est la compétence la plus recherchée sur LinkedIn en 2020. Et que, en fait, les agences, les annonceurs ont un mal fou à recruter des gens formés. Parce qu'il n'y a tout simplement pas de formation dédiée en fait, au SEO à l'heure actuelle. Et ça va être la première formation dédiée au SEO uniquement qu'on est en train de monter et qui verra le jour en octobre pour le premier Ça batch. marche. Et donc, ça, c'est une première chose. Et puis, un deuxième format qui est porté par l'académie aussi, qui est le SEO Mentoring Programme, où là, l'idée, c'est d'accompagner sur 1 an des entrepreneurs ou des directeurs marketing sur la stratégie SEO de leur site, mais pas seulement de les accompagner d'un point de vue classique en mode agence, de les faire monter en compétences, en fait, d'arriver à faire une transmission de compétences sur cette année d'accompagnement pour qu'ils puissent gérer en interne les sujets SEO qui sont des sujets, et on va le voir, c'est l'objet de la présentation, très stratégique. Bon, bah, c'est un super teasing en tout cas, et puis une fabuleuse progression. Julien et Hervé, merci beaucoup pour vos questions. On y répondra un peu plus tard. Je pense qu'on reviendra sur le programme Académie et puis sur les différences entre les différents pays européens. Et puis on va te laisser enchaîner, Tom, Ouais, sur les premiers enjeux que ok. tu as identifiés. Alors, une première slide, pardon, un petit peu provoque. Donc, le SEO part en pauvre du marketing digital. En réalité, c'est une constatation que j'ai fait en étant au contact des annonceurs et en appel d'offres. Voilà, donc moi, je réponds, je fais des budgets SEO, et je pars des enveloppes qui sont dédiées à ce canal. Et je constate qu'en moyenne, on dépense euh, 10, au moins 10 à 100 fois plus sur les canaux payants que sur l'organique, en fait. Mhm. Donc ça, c'est un fait. Et je pense que mes confrères en agence SEO pourront attester de ce fait-là. Quand on dépense 10 euros sur Google AdWords, généralement, on en dépense 1 en SEO. Et bon, c'est discutable, mais après, je comprends très bien ces choix qui sont faits parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde du court terme. Quand j'ai appris en cours d'économie que le court terme, c'était entre 1 et 3 ans, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est largement raccourci. La digitalisation de l'économie a permis aussi ce raccourcissement. Le court terme, c'est quelques mois aujourd'hui. Et une stratégie SEO met un petit peu de temps à maturer. Donc, on a envie d'avoir des résultats rapidement. Et du coup, on s'oriente vers un canal qui nous permet cette croissance court terme, en l'occurrence le SIA. Et puis le SIA aussi, en tant que presque frère, c'est frère du SEO, je dirais pas frère jumeau parce que c'est quand même 2 canaux qui sont bien différents. Il est quand même très attrayant parce qu'il offre une garantie de résultat en 2 semaines. Je peux tester un modèle en SIA et savoir s'il est rentable ou pas. Et à partir du moment où mon modèle a été approuvé, je mets 10 euros en SIA et je sais que je peux obtenir 100 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, ça, c'est quand même assez attrayant dans le calcul de budget, etc. Je comprends que les annonceurs s'orientent beaucoup vers ce canal-là. Et puis après, il y a aussi peut-être les directeurs marketing qui, sous la pression de leur CEO, encore une fois, le CEO a un rôle à jouer dans le SEO, voudront avoir des résultats rapides, arriver en copie mensuelle et justifier de résultats qui sont bons, avec un bon retour sur investissement, et donc du coup s'orienter aussi vers ces canaux payants, sachant que, petite chose amusante, on va dire que aujourd'hui, on reste en moyenne 3 ans à un même poste. Donc, on peut imaginer qu'un directeur marketing reste 3 ans en poste dans une boîte. Qu'une stratégie SEO met environ 3 ans à arriver à maturation. Ça veut dire que le directeur marketing qui aurait mis toutes ses billes en SEO, au final, il aurait fait beaucoup de travail pour Pour le prochain, le prochain. Et je comprends que c'est quelque chose qui n'est pas à l'avantage du SEO, toutes ces raisons-là. Justement, là, on Ouais. a, on a une question, je rebondis rapidement. Tu parlais du ratio SEO-SIA 1 pour 10 qui était généralement fait par le marché. Moi, j'imagine que ce n'est pas le ratio que tu recommandes. On a une question de Vivien sur quel est le bon ratio selon toi à avoir Alors, en réalité, c'est très difficile de répondre à cette question-là, étant donné que ça va vraiment dépendre du secteur d'activité qui est concerné du secteur d'activité concerné. Donc, D'accord. il y a pas de bon ratio à avoir dans l'absolu. Un ratio de 1 à 100, moi, je veux bien l'entendre dans certains cas.
Et comment tu le calcules, ce ratio? Edouard soulevait le fait, enfin, dans le ratio 1 pour 10 que tu estimes, en gros, dans les coûts SEO, tu prends en compte le temps humain des équipes sur le content marketing, la landing page, le netlinking et d'autres enjeux? Alors là, je vais prendre en compte vraiment ce qui est confié à l'agence en budget. Je n'ai D'accord. pas fait non plus un calcul ultra Ouais, j'imagine. scientifique, c'est une simplification. Mais généralement, en fait, quand je pose la question à un annonceur de savoir combien il dépense sur Google AdWords et qu'il me dit 10 000 euros, généralement, il aura un budget de 1 000 euros Hmm. à me confier en SEO. C'est une tendance que D'accord. j'observe. Après, en Ok. effet, le SEO, et on le verra plus tard, il y a tellement de parties prenantes potentiellement à une stratégie SEO, et c'est très difficile d'ailleurs de délimiter qu'est-ce qui, qu'est-ce qui aujourd'hui incombe à une stratégie SEO, quel budget on met dans la stratégie SEO Hmm. plutôt que de la mettre ailleurs. Je vais vous donner un exemple, on le verra plus tard, mais pour faire du SEO, il faut créer de l'autorité. Pour créer de l'autorité en SEO, on fait des backlinks. On peut faire des backlinks un petit peu améliorés en faisant du RP digital. Dans ces cas-là, est-ce que le budget RP est à incomber au SEO ou va plutôt sur de la com? Généralement, c'est plutôt sur de la com. Donc, on voit aussi, nous, des annonceurs qui sont gourmands de SEO, qui ont envie d'aller plus loin dans des grands groupes sur le sujet SEO, qui ont des enveloppes dédiées à ça, mais qui disent, mais attends, le netlinking, peut-être que je pourrais le faire passer sur un autre budget. J'ai du contenu, peut-être que je peux le faire passer sur un autre budget. Et en effet, de toute façon, le SEO, c'est quelque chose qui n'est pas, toute action sur un site internet a un impact sur son SEO. Hmm. Donc, Ah, et comme tu dis, c'est la différence. Tu crées vraiment un actif et dans ce cadre-là, il y a plein de leviers que tu peux activer et que tu détailleras tout à l'heure sur le SEO, plein de paramètres qui sont d'optimisation du site, qui sont de création de contenu, qui engagent des parties prenantes différentes, des expertises différentes. Donc, c'est clair que ça doit être difficile d'estimer un standard de budget ou de ratio qui dépend de la motivation, de la dépendance au SEO pour certains acteurs sur différents secteurs et autres. En tout cas, ce que tu relèves, c'est effectivement, ça a été pendant des années le parent pauvre parce que il y a des enjeux très court-termistes qui sont gérés par les CEO et puis les CMO qui doivent faire leurs preuves rapidement, donc qui ont tendance en gros, à faire prévaloir des canaux type le SEO ou autre où tu as des résultats sûrs ou que tu peux travailler à court terme versus le SEO qui va se créer sur le long terme et qui va vraiment être un actif, un asset de l'entreprise, quoi. Un fondamental. exact, Ok. exact. Non, bah, Et du coup, l'objet de l'autre slide, c'est de dire, et pourtant, quoi. Et pourtant, le SEO, alors tu disais, 70% des clics sur les 5 premiers résultats, en réalité, c'est sur les 3 premiers résultats Google, mais surtout, en organique, j'entends, et surtout, en fait, quand il y a 100 personnes qui arrivent sur un résultat de recherche, il y a 70 personnes qui vont cliquer sur les résultats organiques. Ça veut dire que l'utilisateur, lui, en fait, il favorise dans sa consommation du moteur de recherche les résultats organiques. Et en fait, quand on a une stratégie tout SIA, parce que moi, j'ai vu des boîtes qui ont levé plusieurs millions d'euros et qui sont venus 2 ans après sonner à notre porte en disant on n'a jamais fait de SIA, on aimerait bien toucher un petit peu à ça. Et les 2 millions d'euros, elles ont été destinées à des campagnes AdWords quand même. Ça existe. Et c'est même assez fréquent, plus fréquent qu'on ne le croit. bah, est-ce que c'est pas pour cacher finalement ta défaillance en SEO parfois Bah, en complètement, bombardant, en complètement. Et augmentant? puis, Ouais. Et puis, c'est un objectif hyper court-termiste de dire je veux faire de l'acquise maintenant, maintenant, maintenant. Et le problème, c'est que tu aurais posé pierre par pierre en SEO en parallèle. Là, 2 ans après, tu aurais construit quelque chose sur lequel tu pourrais capitaliser. Donc, c'est un petit peu dommage. Encore une fois, SEO, intéressez-vous vraiment au SEO si vous voulez Mm. maîtriser votre structure de coût. Donc, ça, c'est le deuxième point. ROI imbattable. À terme, une stratégie SEO qui arrive à maturation. On maîtrise la structure de coût et on a une rentabilité dans une société qui est meilleure que si on était hyper dépendant des canaux payants. Premier Mm. point, donc, vous avez une stratégie, adressez-vous aux 70% des utilisateurs plutôt qu'aux 30%. Deuxième point, ROI imbattable. Troisième point, donc SEO, intéressez-vous à ça, à ce qui n'est pas une dépense, mais un investissement pour une société. On le rabâche déjà au bout de 3 slides. C'est marrant parce que quand tu crées ton site internet et que tu déploies un budget pour avoir le meilleur avec une superbe UX et un site optimal, tu parles d'un investissement pour l'entreprise. Finalement, si tu as un super site Tu et l'amortis. que tu n'investis pas, justement, tu ne dépenses pas pour sa visibilité, tu investis dans sa visibilité, c'est un peu dommage, quoi. Donc c'est intéressant de le voir, le SEO, non pas comme une dépense marketing comme les autres pour les autres canaux, mais comme un investissement au même titre qu'un l'investissement que tu vas faire dans le site internet de ta société, quoi. Ça me fait penser à une pub qui tourne en boucle sur YouTube que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu, qui est un petit dessin animé d'ailleurs qui est commenté par la voix de Bruce Willis et qui commence par à quoi ça sert d'avoir le plus beau site du monde s'il n'est pas visible. Et alors aujourd'hui,
euh, encore une fois, culture digitale, les gens, quand ils pensent création de site, ils pensent de plus en plus quand même à le rendre visible. Mais il y a 4 ans, ce n'était pas du tout le cas. On voyait des sites des business plans entiers qui se faisaient, ils ont tout mis dans le site et derrière, il n'y a rien pour le rendre visible, ce qui est, la mort annoncée d'une société. Ok. Donc, dépenses, juste rappeler un petit peu la notion de dépense. Action de donner de l'argent pour acquérir ou payer quelque chose, ça s'applique super bien au SIA. Je mets 1 € dans la machine, j'ai un clic, j'ai dépensé, j'acquiers quelque chose. L'investissement, c'est un résultat acquis qui constitue une valeur, un bien. Et moi, je trouve que ça s'applique super bien au SEO, surtout dans la période qu'on connaît actuellement, la période du Covid, où là, pour le coup, on est un peu mis en lumière aujourd'hui. Ça, c'est une courbe qui est complètement fictive, qui pourrait représenter la courbe d'acquisition d'une société, d'un site internet, d'un site e-commerce ou d'une agence telle que Eskimos, où avant le Covid, on avait des campagnes paid, on avait des budgets marketing, communication à investir et on achetait du clic. Le Covid arrive, grosse crise sanitaire, grosse crise économique. On doit rationaliser nos coûts. Qu'est-ce qui passe en premier? Et je pense que dans toutes les sociétés, ça a été comme ça. C'est les budgets communication et marketing qui ont été cutés. Et qui arrive un petit peu en sauveur à ce moment-là, c'est le trafic organique du site qui permet de continuer à avoir une acquisition stable. En plus, magnifique, les concurrents, eux, ont tout coupé en communication, ne sont pas forcément présents en SEO, donc on a une place qui est encore plus grande pour nous. Et là, ça montre bien à quel point le SEO, c'est un investissement et comme ça peut être salvateur aussi pour une entreprise qui, dans une situation compliquée, a des budgets communication qui doivent être réduits. C'est bête aussi, je finis juste là-dessus, mais une entreprise qui voudrait augmenter sa valorisation sur une fin d'année parce qu'il a envie d'avoir un beau bilan à la fin de l'année, peut-être dans l'optique d'une revente, mais ça, c'est plus ta partie que la mienne. Mais il peut aussi très bien essayer de couper un petit peu le budget acquisition payant sur les derniers mois de l'année pour baisser ses coûts et continuer malgré tout à faire de l'attraction avec du SEO. Non, on verra comment le SEO peut venir optimiser du moins certains métriques qui sont suivis par des VC ou des investisseurs ou même peut venir vous aider à mieux valoriser votre boîte parce qu'on le disait, c'est un investissement. Ça, c'est quelque chose que tu vois, l'effet Covid, tu le vois sur une majorité de ton client. J'imagine ça dépend de ton secteur. Angéline faisait part du trafic qui a largement baissé sur tous les enjeux, tourisme, voyage et autres. J'imagine que le SI, tu notes pas le même effet en fonction des secteurs. Non, 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 absolument. Après, alors le trafic, en fait, a plutôt augmenté pendant le Covid. C'est plutôt ce qu'on a constaté. Les gens, il y a beaucoup de gens qui étaient au chômage partiel, qui passaient tout leur temps chez eux euh, à consulter des sites internet. Et du coup, le trafic a augmenté pendant la période Covid. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Par contre, les achats ont baissé. D'accord. Forcément, la situation économique est plus compliquée. On est calfeutré chez soi, donc on va peut-être pas s'acheter la dernière paire de baskets, on va peut-être pas s'acheter des lunettes de soleil, on va peut-être pas euh, voir trop loin, anticiper sur des dépenses loisirs, de vacances, etc. Donc c'est pas une très bonne période pour le e-commerce. Même des très grosses marketplaces qui sont clientes chez nous, dont je tairai le nom C'est, aujourd'hui, m'ont confirmé une baisse d'activité, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement. Les grosses ouais. marketplaces aussi ont subi une baisse d'activité en Amazon, a priori. Il y a vraiment des cas différents. J'ai vu que Nike avait fait plus de 30% de ventes parce qu'ils ont mis en place des applications de cours à distance, de fitness à distance. Enfin voilà, il y a plein de petites idées un peu malines qu'il y avait à Ouais. trouver justement pour optimiser son taux de visite. Après, on n'est pas tous Nike avec des budgets pour des nouveaux projets à lancer C'est comme ça à ça. la va-vite. En revanche, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi le momentum, ce moment-là pour parler un peu SEO tous les deux. C'est pourquoi c'est le bon contexte aujourd'hui pour lancer sa stratégie SEO? Euh, finalement, le Covid a libéré beaucoup de temps, en fait. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de gens aussi s'intéresser à ce sujet, créer un peu plus de contenu. Bon, bref, est-ce que tu as des recommandations à faire à des gens qui, justement, dans cette période, auraient plus le temps de se poser sur ces sujets-là? C'est une Quelles transition sont parfaite, hein. les priorités et qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? C'est une transition parfaite, David. Est-ce que c'est le bon contexte? Je dirais que de toute façon, à partir du moment où on a du temps, on peut prendre un petit peu de recul. On se prend aussi ce Covid dans la figure en se disant j'ai envie d'être plus autonome dans mon acquisition de clients et d'enfin, parce que je pense que tout le monde ici aura déjà entendu parler de SEO, mais d'enfin le mettre en pratique sur son site et en tirer les bénéfices. C'est le bon contexte pour
On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources en fait, qui vont agir sur une stratégie SEO. Si vous, dans votre société, vous avez un respo événementiel, par exemple, qui est complètement à l'arrêt, c'est un profil qui est certainement un petit peu marketing. Lui peut potentiellement jouer un rôle sur votre stratégie SEO. Pourquoi pas en créant du contenu. Ça peut être un des rôles qu'il peut jouer. Donc, en fait, le contexte permet de vous réorganiser en interne. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une roadmap qui est un petit peu allégée et de les mettre plus sur des sujets SEO. Le traffic manager, si les budgets médias ont été coupés en partie, il a peut-être moins de temps à passer sur Facebook et sur Google Ads. Et peut-être que c'est un temps qu'il pourra consacrer plutôt à sa stratégie SEO, à revoir sa stratégie de contenu, à refaire des études sémantiques, à refaire des repas sur la technique, des audits techniques. Derrière ces audits techniques, il y a peut-être un développeur qui doit les implémenter. Peut-être que la roadmap produit, elle, c'est un petit peu ralenti aussi. Donc, on sait que les développeurs, ce n'est pas toujours hyper simple de les mettre sur des sujets SEO. Là, c'est peut-être les bons moments d'intégrer des sujets SEO dans leur roadmap. Et puis après, plus largement, tout le monde, en fait, dans une société peut potentiellement contribuer à la santé SEO d'un site, principalement par la création de contenu et par l'activité extérieure aussi au site. On l'a vu, on l'a dit déjà. L'autorité, c'est un facteur important en SEO. L'autorité, comment on la crée en SEO avec du backlink. Et demain, si dans une société X, il y a quelqu'un qui est en charge des partenariats, par exemple, avec d'autres sociétés, il peut très bien demander de faire un petit peu d'échange de liens, de créer un article sur le blog de la société en question pour recevoir un backlink. Tu vois ce qu'on fait là aujourd'hui, David. J'y ai Mm. même pas pensé parce que c'est pas moi qui gère le SEO d'Eskimos et j'ai pas ce réflexe-là, mais j'aurais peut-être pu vous demander d'annoncer le webinaire sur un article de blog sur votre site et d'inclure un petit backlink avec, pourquoi pas, une petite encre optimisée vers une page dédiée de notre site pour travailler notre SEO. Et tu vois, dans cette relation qu'on a qui n'a rien à voir avec le référencement, j'aurais pu avoir un backlink sur une page de notre site qu'on avait envie de pousser, sur encre Mm. optimisée et faire progresser le SEO de mon site. Peut-être backlink, c'est un terme que tu utilises. Alors, comme dit, il y en a certainement beaucoup qui maîtrisent ces sujets-là, mais peut-être pour nous définir backlink, ce que c'est, t'en parles beaucoup depuis le début. Oui, alors un backlink, en fait, il y a beaucoup d'anglicismes en SEO, j'ai envie de dire malheureusement ou Ouais, pas d'ailleurs, donc, mais un backlink, c'est juste un lien qui provient d'un site extérieur. Donc c'est Angel Square qui fait un lien vers le site d'Eskimos. Et ce lien-là, on l'appelle un backlink, tout ok, simplement. très bien, je te remercie. Ouais, donc en fait, on a beaucoup de participants qui soulèvent justement que les effets n'ont pas été les mêmes. Je pense que c'est important de voir le SEO comme quelque chose qui augmente à long terme votre visibilité. Et donc, ce que vous devez observer, c'est les évolutions de votre classement. Enfin, si on peut l'appeler comme ça, c'est toi l'expert, mais selon les mots-clés, selon les géographies que vous visez, mais que ça ne va pas forcément impliquer une augmentation de trafic à court terme ou d'autant plus sur certains secteurs dans le contexte actuel. Alors après, il y a une tendance. Enfin, il y a peut-être des mots-clés et des secteurs d'activité qui ont été plus affectés que d'autres. Moi qui suis de très près le Google Analytics d'Eskimos, en réalité, j'ai une vue assez précise sur ce qu'on génère en trafic. On a une petite augmentation de trafic par rapport à ce qu'on a habituellement. D'accord. Après, ça va vraiment dépendre des secteurs d'activité. Et de toute façon, bon, je généralise beaucoup dans mes propos et excusez-moi, mais chaque cas est à prendre avec ses particularités. Bien sûr. Donc en fait, ce qu'on voulait dire à travers ça, c'est que le Covid a montré qu'il y avait une meilleure résilience de certaines startups web, enfin e-commerce et d'autres qui ont appliqué des bonnes stratégies SEO depuis plusieurs années et qui se voient en récolter les fruits aujourd'hui. Et que aujourd'hui, dans ce contexte-là, c'était intéressant et c'est super intéressant de rattraper son retard ou de se pencher sur ces sujets parce qu'on a un peu plus le temps, donc on peut rattraper un peu son retard. C'était vraiment pour les raisons pour lesquelles on trouvait que dans ce contexte, c'était intéressant justement d'en parler, quoi. Du coup, pour rentrer un petit peu plus en détail dans ce que c'est que le SEO, ça va s'adresser un petit peu aux néophytes. Mais le SEO, c'est trois choses. C'est d'abord très simplement créer du résultat. En fait, quand vous faites une requête sur Google, vous posez une question. Si vous marquez assurance vie, vous posez une question à Google qui vous répond avec des réponses sur assurance vie. Lui, il pense que c'est pertinent de positionner ce résultat, ce résultat, ce résultat, ce résultat.
Et donc, du coup, le premier truc en SEO à faire, c'est d'arriver à créer du résultat sur des questions. Et plus vous créez des résultats sur des questions différentes, et plus vous allez accroître votre trafic parce que vous allez avoir une cible qui va augmenter. Donc, le contenu, c'est un enjeu majeur en SEO. Je peux rappeler quelques règles de base. Essayer de bien… alors, ouais, on a parfois des startups. Je pense par exemple à une startup qui a signé chez nous qui s'appelle… ouais, je vais taire son nom, mais qui fait de la signature électronique. Et en fait, toutes les pages de son site répondaient sur le mot-clé signature électronique. Vu que c'est un produit quasiment unique chez eux, ils avaient 200 pages qui répondaient sur le mot-clé signature électronique. On a Ouais. réarchitecturé le contenu. On a dit c'est cette page-là qui doit se positionner sur signature électronique et qui est pertinente pour Google. Et ils sont passés de la 15e position au top 3 en l'espace de 3 mois, en fait, juste avec ce réarchitecturage. Ce que tu dis, c'est éviter les contenus répétés sur le site web, sur diverses pages. Il y a une tentation parce qu'on dit le SEO, c'est créer du résultat, créer du résultat. Mais en fait, l'idée, c'est pas de répéter la même réponse à la même question en fait sur 200 pages. Ça, c'est complètement Hmm. contre-productif. Cernez bien Ouais. les questions et ayez des réponses appropriées sur ces questions-là et éviter la cannibalisation entre vos contenus. Ouais, donc Après, une diversité de réponses. Et puis Laura nous soumet dans la conversation de créer du contenu de qualité. le Alors, c'est contenu de quoi un contenu de qualité, qualité, Tom? le contenu de qualité, et en fait, c'est la même logique que pour le point 2, améliorer l'expérience utilisateur de vos utilisateurs, mais aussi de Google. Le contenu de qualité, c'est point de vue utilisateur et point de vue Google, et ils n'attendent pas forcément la même chose. Point de vue utilisateur, c'est un contenu de qualité, c'est un contenu qui est bien écrit, avec une expertise, avec une idée, avec pas trop de mots, parce qu'on a tendance pour Google justement à en mettre beaucoup, avec une information qui est facilement trouvable en fait dans le contenu en question. Ça, c'est un contenu de qualité et je pense que on est tous aptes à déceler ce qui est un contenu de qualité pour un utilisateur et ce qui n'en est pas un. Il n'y a pas une très grande expertise à savoir ça. Est-ce que tu as, On est c'est tous quoi les lecteurs. différents types de contenus que tu dois utiliser par rapport à des objectifs? Est-ce que ça change si tu veux plutôt augmenter ton trafic, augmenter ton nombre de leads ou ta visibilité? Est-ce que tu as des contenus qui répondent à des objectifs différents? Ouais, ouais, tout à fait. Et je réponds à ta question juste en finissant sur la première. Et tu as le contenu de Ouais. qualité côté Google, où là, justement, ça demande beaucoup plus de technique. Et c'est là où on peut mettre ces contenus dans les mains d'un professionnel qui va les optimiser. Il y a plein d'outils, en fait, pour aller optimiser des contenus. Je vous donne un exemple tout bête, mais sur Assurance Vie, en fait, on a des outils pour nous dire quelles sont les co-occurrences autour d'Assurance Vie. C'est-à-dire les mots qui vont autour d'Assurance Vie, le champ lexical d'Assurance Vie. Et ça, on a des outils pour nous le donner. Nous, on va incorporer ces mots-là dans le contenu et on va renforcer sa pertinence sémantique. Donc ça, c'est un volet un peu plus technique. Sur ta question qui était, sur ta deuxième question. Est-ce que en fonction de tes objectifs, est-ce que tu veux générer plus de leads ou Ouais, plus de pardon. trafic ou plus de visibilité? Il y a des contenus que tu recommandes. Ouais, après, en fait, quand il y a une question sur Google, on crée un résultat. Déjà, la question, elle est de quelle nature? Est-ce que vous pensez que la question implique un acte d'achat derrière? Ou est-ce que vous pensez que la question, elle est plus d'ordre informative? Et donc déjà, c'est les deux grandes catégories de mots-clés. On a les mots-clés qui sont transactionnels, qui sont des gens qui sont intéressés par un produit, qui ont envie de le consommer, et des gens qui sont plus dans une démarche informationnelle. Donc ça, c'est les deux grandes catégories de contenu. Et évidemment, il y a une stratégie éditoriale à mettre en place pour répondre à ces deux types de questions. Ok. Ouais, donc en fonction en gros du contexte de recherche, valoriser plutôt du contenu informationnel comme du livre blanc ou d'autres articles. Livre euh, blanc, attention. hmm, Livre blanc, en fait, il n'a pas vocation à apparaître en tant que réponse parce que c'est un PDF qui est téléchargeable après login, etc. Donc Google ne le voit pas. Donc déjà, le livre blanc n'est pas le meilleur ami du SEO pour être totalement honnête, même si c'est encore une fois complémentaire. Tous les dispositifs marketing se marient très bien entre eux. On peut faire arriver un utilisateur sur une landing, sur une page, un article de blog sur le référencement naturel qui se positionne super bien à la fin de la page et à différents moments sur la page. On peut imaginer un sticky, une bannière en sticky sur le côté qui fait un call to action sur le téléchargement d'un livre blanc. Donc c'est ok. complémentaire, mais typiquement, En fi- attention, encore une fois, quand on pense contenu et SEO, tous les contenus ne sont pas
ne vont pas dans Ouais, ce et puis tu le diras, faire attention entre ce que l'utilisateur voit et ce qu'on lui donne à voir, et puis ce que Google voit, tu en parleras tout à l'heure. On finit sur les contenus, il y a deux questions de Vivien. Est-ce que tu recommanderais une page, un mot-clé, ou est-ce que tu as une recommandation sur le nombre de mots-clés à intégrer dans un contenu donné? Alors, ça, c'est d'un point de vue très scolaire. En 2016, quand je suis rentré chez Eskimo, on était encore sur le mode une page, un mot-clé. En fait, c'est Hmm. totalement fini. Et c'est d'ailleurs assez intéressant. Ce que vous pouvez faire, quand vous vous posez une question sur qu'est-ce que je peux répondre à cette question, tapez la question sur Google et constatez les réponses qui apparaissent. Et si Vivien fait le test, il prend son mot-clé assurance vie et il prend un autre mot-clé qui est très proche, euh, assurance vie prix ou assurance vie définition. Et il regarde est-ce que les résultats de recherche sont les mêmes. Est-ce que les pages qui se positionnent sur ces deux mots-clés-là sont les mêmes? S'ils ne sont pas les mêmes, ça veut dire qu'il y a une opportunité pour faire deux pages différentes. D'accord. Si les résultats sont identiques sur les deux mots-clés, ça veut dire que c'est la même page sur laquelle on doit travailler les deux mots-clés. Intéressant. Et en termes de taille d'article, vous avez des conseils à donner? On parle de 1000 mots. Enfin, Taille d'article, pareil. En fait, ouais. ce qui est assez, malheureusement pour nous, mais il y a pas mal de choses qui sont intuitives en SEO. Taille d'article, assurance vie, Vivien, allez voir sur Google qui est-ce qui se positionne, la longueur des textes. Si vous voulez les dépasser, je vous recommande de faire une fois et demie, voire deux fois plus de contenu pour Ouais, ces donc pages-là. importance d'observer ce que font les concurrents ou d'autres acteurs sur votre marché, quoi. En fait, typiquement, nous, on avait à une époque un client dans le CRM qui voulait absolument se positionner sur CRM. D'ailleurs, on l'a fait avec succès sur le mot-clé CRM. Mais il voulait apparaître sur sa page transactionnelle, sur sa page produit, en fait. Et on a eu du mal, mais on lui a fait comprendre que ce n'était pas possible sur cette requête-là. Parce que sur CRM, que des contenus conversationnels qui sortent. Et en fait, on ne réinvente pas la roue. On ne va pas forcer Google avec notre page produit. Et ben, il faut fitter aux résultats qui apparaissent déjà, créer un contenu informationnel. Et là, on a toutes les chances de bien nous positionner. Il y a Bon, c'est aussi… top. Je Ouais, pense pardon. qu'on a beaucoup de conseils sur les contenus. Tu nous parles aussi d'expérience utilisateur. Ouais, c'est l'expérience utilisateur, mais ça, après, construire un audit technique, il y a des centaines de critères, et mon but, c'est pas d'en parler ici, mais juste rappeler ce principe très simple, c'est en fait, on pense souvent à l'expérience utilisateur de l'utilisateur, mais on pense pas assez à l'expérience utilisateur de Google. Pensez à comment Google voit votre site. Pour ça, vous avez votre meilleur allié, c'est certainement un crawler. En l'occurrence, vous pouvez vous doter de Screaming Frog, qui a une version gratuite. Sinon, on a des outils qui font bien le travail aussi, Botify, OnCrawl. Et là, avec ces crawlers, c'est des robots qui vont parcourir votre site comme le ferait Google. Et là, vous allez très vite vous rendre compte que vous avez une page qui est pourtant essentielle à votre site. En fait, pour accéder à cette page-là, Google devrait faire 12 clics en profondeur pour accéder à la page. Du coup, Google ne va jamais passer dessus. Ok. Et du coup, le grand principe en fait, de l'audit technique, c'est comment on améliore l'expérience utilisateur de Google. Et l'idée d'aujourd'hui, ce n'est pas de passer tous ces Ah, critères-là bien sûr. au crible. Et puis enfin, le juge de paix en SEO, c'est l'autorité. L'idée, c'est d'arriver à faire autorité aux yeux de Google sur votre thématique. Et pour ça, alors on va parler backlink essentiellement en SEO, même s'il y a d'autres choses. Mais après, on peut revenir sur des notions, approfondir un petit peu ces notions. J'en ai listé trois. D'abord, sur le volet sémantique, l'étude de mots-clés. Et là, je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs que certains sont certainement ici. Vous avez déjà certainement tous fait des études de marché et peut-être que vous avez eu le tort de ne pas vous servir des outils qui sont mis à disposition par Google pour réaliser cette étude de marché. En réalité, si je prends l'exemple d'une clinique esthétique, je prends cet exemple-là parce que j'ai aidé une clinique esthétique l'année dernière à se structurer. Ils étaient au tout départ de leur activité et c'est pas parce que j'ai été génial, c'est juste parce que j'avais quelques outils à ma disposition pour faire 2-3 recherches qui m'ont pris en tout et pour tout 5 minutes en fait. Typiquement, la clinique en question, elle hésitait entre proposer une technique qui était de l'hydrofacial, me demandez pas ce que c'est trop, je ne saurais pas vous expliquer, plus vous expliquer, ou de proposer le service Invisalign, qui est, pour le coup, Invisalign, c'est un appareil dentaire invisible. Et je suis allé regarder sur Google. Donc ça, vous avez des outils pour regarder la volumétrie des mots-clés. Je suis allé regarder combien de fois Invisalign était recherché, VS hydrofacial. Et vous avez le keyword planner
les gens qui ont des annonces AdWords d'actives que vous pouvez utiliser. Les gens qui nous regardent et qui n'auraient pas d'annonce sur Google AdWords, vous pouvez utiliser Uber Suggest, qui est un outil gratuit et qui va vous permettre d'estimer la volumétrie de mots-clés. Et là, du coup, Invisalign était recherché 4 ou 5 fois plus que l'hydrofacial. Et donc, du coup, il a vu une opportunité de marché à s'y mettre. Après, il y a un deuxième check que vous pouvez faire, c'est vérifier la tendance. Peut-être que Invisalign est beaucoup plus recherché, mais est-ce que ce n'est pas en décroissance par rapport à l'autre spécialité qui, elle, sera en plein boom? Ça, vous allez tout simplement sur Google Trends et vous regardez est-ce que le marché sur lequel vous vous apprêtez à vous lancer est plutôt sur une tendance haussière ou baissière. Et là aussi, ça peut vous faire réaliser certaines choses. Si Google Trends, pareil, c'est accessible gratuitement, donc vous pouvez aller faire le test. Et je vous invite à taper Unspinner sur Google Trends. Et vous verrez, je pense qu'on a tous vu passer cette mode-là. C'était, je pense, en 2018. Regardez un peu la tendance sur ce mot-clé-là. C'est assez fou. En fait, il y a un mois de pic et sinon, tout est à zéro. Et la personne qui, 2 mois après le pic, se dit moi, je vais lancer ma boutique de Handspinner, c'est parti. Il fait un petit tour sur Google Trends. Il voit qu'en fait, le mot-clé est complètement en décroissance et du coup, peut-être que ça lui évite de faire un mauvais investissement. Donc intéressant Google Trends pour étudier les tendances. Et enfin, le niveau de concurrence, là, c'est un peu similaire aux propos que je tenais juste à l'instant, mais niveau de concurrence, mais Google aujourd'hui, c'est chaque personne qui aujourd'hui propose un produit ou un service, a priori, il a une page web dédiée. Donc, sur le niveau de concurrence pour Invisalign, il suffisait de faire Invisalign Paris pour voir combien de résultats sortaient sur le mot-clé Invisalign Paris. Est-ce que c'est bataillé ou est-ce qu'il y a de la place concrètement? Et Google est super pour faire des études de concurrence aussi. Bon, il y a Pierre-Yves qui nous a mis justement le lien dans la conversation. Vous pouvez vous amuser à cliquer. Merci Pierre-Yves. Merci. Et donc voilà, sur le volet sémantique, même on va au-delà même du SEO. Mais je trouve ça intéressant de voir comme, et ça sera le propos peut-être final, le SEO peut-être dépasse les frontières du SEO sur certains aspects dans la valorisation des boîtes, etc. Mais là, amis entrepreneurs, n'hésitez pas franchement, à toquer à la porte d'un consultant SEO ou d'une agence SEO comme la nôtre au moment avant de lancer votre projet pour qu'elle vous fasse une étude approfondie sur les tendances, sur les volumétries et peut-être que ça vous donnera des super idées. Ça vous coûtera quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros, mais ça sera toujours beaucoup moins cher qu'une étude de marché et ça peut vous être d'une grande aide. Ah, mais surtout qu'on le voit, qu'importe le secteur aujourd'hui, tout se digitalise. C'est important d'être visible sur le web. Donc, là où avant, pour lancer un retail ou un marché physique, on regardait dans les quartiers quels étaient les concurrents présents, leur merchandising et autres. Aujourd'hui, faire la même chose sur le web et vérifier comment se positionnent vos concurrents, sur quels mots-clés et autres, quoi. Ça devient un must-have, quoi. Alors, ouais, et alors figure-toi, ça peut même rejoindre des business qui sont pas digitaux. En fait, sur Google Ouais. Trends, toujours, vous pouvez faire le test vous pouvez regarder sur quelle région en fait, de France votre mot-clé est le plus tapé. Et ça, c'est juste énorme mais c'est d'ailleurs. Alors, ça, c'était pour un autre client, toujours dans le médical, où en fait, ils avaient un plan de créer des franchises assez rapidement sur un monoproduit. Et en fait, nos outils à nous, leur ont permis de cibler en priorité des villes où ces produits-là étaient le plus recherchés. Donc, Ça, même si ça ne s'applique pas au digital, ça peut quand même aider. c'est bon conseil à suivre pour les futurs entrepreneurs ou ceux qui réfléchissent à monter un business en ce moment. Mmh. Pensez à l'étude des mots-clés et voilà, c'est vrai que Google Trends est un super outil pour ça. Ouais. Sur la partie technique, juste rapidement, et je ne m'attarderai pas trop dessus, mais ça, c'était le pharmacien.fr, c'était un site. Alors, depuis, ils ont changé de techno, justement, mais c'était un site qui était sous Angular en 2018, qui venait de refondre sous Angular. Et au moment de la refonte, ils ont perdu tout leur trafic. Ils sont venus nous voir, ils ne comprenaient pas forcément pourquoi. Et en fait, c'est juste que eux, ils voyaient le site tel que vous le voyez sur la gauche, alors que Google voyait un écran tout blanc. Parce qu'ils n'avaient pas mis en place de solution de pré-rendering sur le site. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette notion-là. Juste sur la techno employée. En 2.2, le pré-rendering, tu me disais, c'est traduction, traduire Le contenu site d'une page à Google. le contenu d'une page à Google, voilà. Sur un Ouais. langage qui comprend mieux, qui identifie Voilà, beaucoup c'est mieux. ça.
Et du coup, quand on parle d'expérience utilisateur Google, là, ça prend vraiment tout son sens. Parce que vous pensez que votre site, il est nickel, mais en réalité, Google n'y voit absolument rien. Il y a une autre, sur l'expérience utilisateur Google, il y a autre chose. Imaginez que votre site a un chargement du premier octet qui est hyper long, par exemple à 2 secondes. Votre site, il fait 100 000 pages. Pour crawler les 100 000 pages de votre site, pour parcourir 100 000 pages de votre site, un utilisateur ne le ferait pas. Il arrive sur la home page, il regarde 2-3 pages, il repart, ça va encore. Google, s'il veut crawler les 100 000 pages, c'est 100 000 pages fois 2 secondes. Et en fait, il n'a pas du tout le temps. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle en SEO le budget crawl. Google, le fait qu'ils mettent des serveurs sur votre site, qu'ils mettent des ressources sur votre site, c'est un budget pour lui. C'est du temps qui ne passe pas par ailleurs. Et du coup, vous devez vachement faciliter le passage de Google sur votre site. C'est ce qu'il y a de plus critique en SEO quand on est un site avec un petit peu une volumétrie de page un petit peu importante. Ça ne serait pas le cas pour le site d'Eskimos ou celui d'Angel Square. Pour un e-commerce, c'est déterminant. Ouais. Faciliter la navigation de Google sur votre site par des temps de chargement au premier octet qui sont hyper courts. C'est intéressant. Donc, le temps de chargement des pages, c'est un impact sur votre expérience utilisateur. Et je lisais que pour une seconde de plus de chargement de page, Amazon avait à une époque fait moins 7% de son volume de vente Ouais, habituel. Bon, bah, en fait, ça marche aussi pour Google qui a investi des budgets pour crawler votre site. Et puis, et donc, à vous de l'optimiser pour qu'en gros, vous exact. soyez le mieux noté. OK. Et puis après, encore une fois, le juge suprême en SEO, l'autorité. Si vous tapez pantalon homme sur Google, voilà qui sont les 10 sites qui ressortent en première page. Ça serait très compliqué d'arriver avec une petite marque indépendante de pantalon homme et d'espérer aller concurrencer ces sites-là. Malheureusement, il y a d'autres canaux super, par contre, pour vous faire connaître. Mais ça, juste pour illustrer, voilà, quand on parle toujours d'autorité en SEO, bah, ça s'illustre très bien avec cette SERP-là, où au final, bah, il n'y a que des mastodontes que tout le monde connaît ici qui se positionnent en top 10 sur la requête. Après, il y a beaucoup de moyens de travailler sur l'autorité de votre site et qui ne concernent pas que les consultants SEO. Pour les consultants SEO, je le répète, et c'est la dernière fois, je te promets, les backlinks, c'est une très bonne manière de travailler sur l'autorité de son site. C'est un critère qui est objectif. Google voit que vous êtes une clinique esthétique, il y a 100 sites qui font des liens vers votre clinique esthétique, qui sont eux-mêmes des sites santé, des liens en plus qui sont intégrés dans des pages qui parlent de clinique esthétique. Google fait le lien très rapidement. On lui mâche le travail en fait en lui faisant ça à Google. Alors, Enfin de justement, l'autorité, hein. Enfin de ouais. l'autorité. Mais en fait, pour Google, n'arrive pas à lire que ce sont des backlinks créés artificiellement. Et il pourra quasiment jamais le faire parce qu'on ne peut pas distinguer un article qui est fait sur le Figaro d'un article qui est fait sur un autre support. Enfin, c'est très difficile pour Google aujourd'hui de distinguer les articles qui sont faits en public rédactionnel des autres articles. Après, attention, c'est quelque chose quand même qui a mené beaucoup de sites à la pénalité dans les années 2010-2012. D'ailleurs, Eskimos, ça fait référence à la pénalité pingouin. Voilà, les Eskimos, les pingouins, c'est un peu le même univers. Et en fait, nous, on était la première agence à sortir des sites de la pénalité pingouin, justement. Et du coup, nous, dans notre ADN, on a vraiment le souci on fait du netlinking, mais on le fait intelligemment en restant sous les radars. Donc, il y a un bon et un mauvais Tout, backlink. tout à fait. Et ça, Backlinking. on va y revenir tout à l'heure au moment de la valorisation d'une société. En fait, c'est le critère, l'off-site, c'est le levier pour gonfler artificiellement en SEO un site et pour qu'il se fasse dézinguer pas longtemps après. Donc, il faut faire très, très attention. Ok. Et alors, justement, on a eu pas mal de questions à se prendre peut-être 2-3 minutes pour y répondre sur le backlinking. On a Jean-Luc Vatine qui nous demande comment créer un backlink, justement. Alors, est-ce que tu as enfin, comment on le crée? Et puis, est-ce que tu as des indicateurs de fiabilité qui peuvent t'aider, justement, peut-être sans Ouais, passer ouais, par des agences, justement, en le faisant toi perso, ouais, que tu as ok. des conseils là-dessus? Alors, comment on crée un backlink? Il y a plusieurs manières. Donc, si on veut le faire en totale autonomie, et ben on va sonner aux portes, tout simplement. C'est-à-dire que moi, demain, je veux faire un backlink pour Eskimos, je vais aller voir des gens qui ont des blogs, des supports qui ont attrait au marketing digital ou d'autres consultants SEO. Je vais leur dire bonjour, j'aimerais faire du public rédactionnel chez toi. Et après, il me dit oui ou non. Il me dit OK, bien sûr. Alors, il n'y en a plus beaucoup qui disent oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. On connaît un peu tous la valeur d'un lien et du coup, on le monétise généralement. Donc, la personne, elle va dire OK, c'est 100 euros, il n'y a pas de souci. Ou c'est 200 euros ou un lien sur le Figaro, ça peut valoir 5 000 euros.
par exemple. Oui, le Figaro vend. Ça se price en fonction de l'audience du site, en fonction de son reach. C'est quoi les deux, Ouais. trois paramètres? Alors, ouais, tu parlais d'indicateurs tout à l'heure. Si demain j'ai envie de faire un backlink, par exemple sur le site d'Angel Square, je vais aller voir ce qu'on appelle le Trust Flow. C'est un indicateur qui est mis au point par Majestic SEO. C'est un outil qu'on utilise souvent en SEO et un indicateur de confiance tout simplement. C'est une note de Ok, 0 à 100. Un site comme Le Figaro aura une note de 70 et un site comme Eskimos aura une note de 20. Et en plus du Trust Flow, moi, je vais m'intéresser aussi au Topical Trust Flow, c'est-à-dire dans quelle thématique je suis associé. Donc, Majestic, il dit, bon, bah voilà, Eskimos, il est associé à une thématique business. Le Figaro, c'est une thématique média. Santé Magazine, d'accord. c'est une thématique santé. Et moi, demain, si je veux faire un backlink sur Eskimos et que je m'intéresse à Angel Square, je me dis, OK, Angel Square, ils ont un Trust Flow de 20, à peu près équivalent au mien. Euh, et en plus, ils ont un topical trust flow qui est business, le même que le mien. Donc je me dis, là, il y a un vrai intérêt. Si demain, je suis face Angel Square, on ne sait pas par quelle opération du Saint-Esprit, ils ont un topical trust flow qui est santé, parce que justement, vous avez un prestataire SEO qui a fait euh, n'importe quoi, entre guillemets, et qui vous a fait des liens de partout en provenance de plein de sites différents, et que vous êtes dans un topical trust flow qui est à côté de la plaque, moi, je ne vais peut-être pas faire un lien chez vous, parce que ça va dégrader mon topical trust flow. Donc voilà un Ok. petit peu le principe de l'indicateur. Bon, Jawar nous demande combien coûte un bon backlink. Bon, je pense que ça dépend. Il y a beaucoup de variables qui sont prises en compte. Ouais, alors un bon backlink, il peut être gratuit. Ça Euh, dépend. Ouais, il peut être gratuit, tu vois. Par exemple, encore une fois, je vais finir par vraiment te demander un lien en fait suite à ce webinaire-là, parce que je pense que ça a du sens en fait. bah ouais. Et du coup, en fait, par votre activité, vous pouvez avoir des backlinks qui sont gratuits. Si demain vous faites des RP digital, vous avez une info croustillante, vous faites un communiqué de presse, la presse le relaie, c'est un backlink qui est gratuit en fait. Donc, D'accord. et moi, je pense que c'est là où Google va avoir du mal en fait à pénaliser les backlinks qui sont faits dans des articles sous forme de communiqués. Parce Ouais. que comment différencier après les articles qui viennent naturellement de journalistes, des articles qui sont faits dans le cadre d'un échange ou d'un achat public rédactionnel. Alors Bon, en après, tout il y a cas, aussi. Alexandre Ouais. te rassure, on le fera très certainement. Et bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour des backlinking Ouais. et du backlinking et des backlinks. Et puis on a répondu un peu aux questions. Si vous Ok. en avez un peu plus, je vous propose de prendre contact avec Tom, qui sera un plaisir d'y répondre. Avec grand plaisir, bien sûr. 3 erreurs à ne pas commettre quand vous pensez SEO. Euh, alors ça, c'est un grand classique. Confondre ROI et résultat. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'investissent pas en SEO parce qu'ils ont l'impression de faire un saut dans l'inconnu. Ils rentrent dans un trou noir, ils mettent 10 000 euros chez un prestataire et ils ont l'impression qu'ils pourront euh, estimer la qualité du travail 12 mois après. Et ça fait un petit peu peur, en fait. Alors qu'en réalité, en fait, le résultat en SEO, il vient très rapidement. C'est-à-dire que demain, vous poussez les portes d'Eskimos, vous faites 100 visiteurs organiques par mois. Il est possible que 6 mois après, vous fassiez 100 visiteurs organiques par mois. Par contre, vous allez avoir plein d'indicateurs qui vont bouger. Si vous êtes une clinique esthétique, vous étiez centième sur le mot-clé clinique esthétique Paris, et en fait, vous allez passer 80e. Vous allez être 50e, vous allez être 20e, 15e. 15e, vous ne ferez quasiment pas un clic. Mais par contre, vous voyez que vous êtes sur une tendance qui est bonne. Et quand vous vous lancez dans une campagne SEO, surtout, n'hésitez pas à demander des comptes à votre prestataire. Moi, c'est ce que je dis aussi à nos clients. Je me dis, mais tous les mois, en fait, vous devez voir votre site bouger. C'est pas normal si le site est flat, s'il n'y a pas des indicateurs qui vont dans le bon sens sur. Bon, après, ça peut rester flat sur un mois, mais et normalement, ça doit être toujours sur une bonne tendance. Et ça, tous les On consultants peut. sérieux vous le diront. Donc, confondez pas résultat et ROI. Et ça, cette notion-là, elle est importante aussi pour que les gens peut-être sautent le pas du SEO, pour que ça fasse un petit peu moins peur. Dire, c'est pas je me plonge dans un truc d'un an et puis je rêve la tête dans un an pour voir ce qui va se passer. Très dangereux de faire ça par ailleurs, parce que si vous avez vous êtes dans cette optique-là, c'est pas bon d'être avec un prestataire, de le laisser vivre. Il faut être au contact, il faut être impliqué dans la prestation, lui demander des comptes, parfois voilà, mettre des petits coups de pression qui vont dans le sens du projet, il n'y a aucun souci. Et du coup, c'est important de maintenir une tension avec le prestataire et les résultats, ils viennent en tout cas.
On va peut-être répondre à Harold rapidement, qui nous dit comment parce que tu parles justement des différentes façons de mesurer le résultat d'un prestataire ou en interne d'un CMO. Comment un CEO qui a engagé du temps, de l'énergie, un peu d'argent pour améliorer le SEO de son site peut-il mesurer les performances? À quels critères? Alors, il nous parle de nombre d'impressions, nombre de clics et pourcentage du trafic provenant du SEO. Bon, est-ce que tu peux nous parler un peu d'autres critères? Tu parlais de l'ordre enfin, de Ouais, l'ordre Google. bah, ouais, non, mais le nombre d'impressions, je trouve que c'est un très bon critère aussi qui est objectif, que vous pouvez voir sur la Search Console. Et ça, c'est un critère qui est objectif, qui est un bon juge arbitre. Après, moi, je préconise quand même le suivi de mots-clés, c'est-à-dire que Harold a peut-être 100 mots-clés phares sur sa thématique et d'avoir un monitorank ou un outil de suivi de mots-clés et de faire des rapports mensuels et de garder trace surtout de son positionnement passé, tous les mois, de se dire sur ces 100 mots-clés comment j'évolue. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, si Harold a eu un SEMrush ou un Ahref ou un Yuda, c'est des outils que certains connaîtront peut-être ici, il peut aussi regarder la volumétrie de mots-clés en top 100, en top 50, en top 20. Peut-être que début 2020, Harold avait 1000 mots-clés en top 100 et qu'aujourd'hui, il en a 2000. Il va pas faire peut-être qu'il fera pas un visiteur avec ces 2000 mots-clés parce qu'ils seront encore loin. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une belle progression et que ça va dans le bon sens. D'accord. Voilà. Après, l'autre erreur à ne pas faire, et je passerai assez rapidement là-dessus, c'est de tout miser sur le search si votre produit n'est pas recherché. D'ailleurs, on le voit bien dans la phrase, il y a un gros problème. Et si Steve Jobs avait misé sur Google pour faire connaître son iPhone, ça aurait été une catastrophe parce que les gens ne cherchaient pas de smartphone. C'est lui qui a inventé même cette notion-là. Donc, si vous êtes sur une innovation, je pense que le search ne peut pas vraiment vous aider. Attention, si vous êtes une innovation, par exemple, vous faites un aspirateur révolutionnaire, c'est une innovation, le mot aspirateur est recherché, vous pouvez capter du trafic en vous collant à un mot-clé qui est déjà recherché. Si c'est complètement nouveau, ça va être très difficile de miser sur le search pour arriver à émerger. Il va falloir évangéliser le marché. Et l'évangélisation, elle ne se fait pas par le SEO, elle se fait par toutes les autres actions et toutes les bonnes Ok. idées que vous pouvez avoir par ailleurs. Et enfin, la troisième erreur à éviter, c'est d'opposer paid et organique. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, en fait, il y a des interactions permanentes entre les deux canaux. Et en fait, il faut utiliser les deux. Même Eskimo, nous, on est une agence SEO, on travaille que en SEO pour nos clients. Par contre, pour notre compte, on met en place pour le compte d'Eskimos des campagnes de paid pour être présent sur YouTube, pour être présent sur Facebook en sponsorisé. On sait que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est impossible de faire de l'organique quand on est une marque comme Lano, très compliqué. Et donc, du coup, on utilise du paid pour faire du trafic sur Google. Aussi, sur notre marque, on la protège. On a une marque avec une bonne notoriété. Il y a beaucoup de marques qui essaient de se greffer sur le nom de marque Eskimos. Donc, on essaie de la protéger en mettant des annonces sur notre marque. Derrière, je vais vous donner un cycle de vie qui va vous illustrer tout ça. Demain, vous êtes une clinique esthétique à Paris qui proposait la technologie Invisalign. Vous avez quelqu'un qui est intéressé, qui veut se renseigner, qui va taper Invisalign prix. Il va tomber sur votre article, mais en fait, il est pas prêt à passer le cap et à prendre rendez-vous avec vous. Donc, il va se renseigner, vous allez récupérer ces données et derrière, vous allez le retargeter en fait, sur Facebook. Il va retourner sur Facebook, vous allez mettre une pub. Sur YouTube, vous allez mettre une vidéo rapide, 20 secondes, comment Invisalign change le sourire des personnes. Derrière, il va revenir sur Google, vous allez mettre en place une annonce Google AdWords sur Invisalign en RLSA et il va finir par faire son acte d'achat en tapant carrément le nom de votre clinique parce qu'il l'aura vu tellement partout qu'il va finir en organique par acheter. Et ça illustre cet exemple-là comme il y a des interactions et les interactions, on pourrait en parler, on pourrait faire tout un webinaire dessus parce que ça marche des deux côtés. Le paid s'appuie sur l'organique et l'organique sur le paid. T'as des vraies synergies, hein, quoi. C'est comme pour un retailer entre sa boutique web et sa boutique physique, quoi. Enfin, il y a des choses qui se répondent et puis l'organique permet de faire des économies ou créer un levier pour l'optimisation pour tes budgets paid. Tu vois, c'est con, mais enfin, pardon pour ce langage, mais ça serait ridicule de dépenser du budget sur Invisalign prix. Enfin, Mhm. si on commence, si la clinique elle commence à avoir ces stratégies-là, elle va avoir des budgets d'acquisition qui vont être énormes et ça va pas être, ils vont pas trouver leur rentabilité. Donc en fait, il y a aussi des requêtes informationnelles. On peut pas vraiment faire de paye dessus. Donc c'est hyper intéressant d'aller les capter en SEO pour, à la limite, pour dépenser son budget
là en paid, mais vraiment sur du transactionnel, sur des choses avec un chiffre d'affaires à aller chercher à plus court terme. Ouais, et puis c'est des bons conseils à donner aussi à des start-upers qui n'ont pas forcément des gros budgets pour lancer des campagnes en paid, mais qui peuvent démarrer par l'organique et demain optimiser leur budget grâce justement à des bonnes pratiques SEO. Alors, clairement, toutes les sociétés en fait tous les entrepreneurs malins, et qui, et qui n'ont pas forcément de budget. C'est-à-dire, je pense à des jeunes, par exemple, qui ont envie de se lancer dans le digital, qui sont pas adossés à des fonds, qui n'ont pas d'économie. En réalité, il y a des hacks, mais superbes à trouver en SEO et bah, Eskimos, c'est créé avec un capital de 1 000 € concrètement. Et nos premiers clients, on allait les chercher en organique. Donc, on est nous-mêmes l'exemple de ça. C'est-à-dire que euh, en misant beaucoup de choses sur l'organique, en misant quasiment tout sur l'organique, en fait, et ben, c'est comme ça qu'on a gagné nos premiers clients. Même nos centièmes clients, on l'a fait sur l'organique. Et, euh, et Et à la puis, base, ça demande très peu d'investissement. Et puis tu disais, cette frugalité dans les dépenses d'acquisition, je pense que c'est un point qui va être d'autant plus important pour les investisseurs aujourd'hui, on le voit, parce qu'on est dans une période de marché où on parle enfin, il y a ce motto dans le marché, cash is king, faites attention à votre cash, optimisez vos dépenses. Enfin, c'est sur tous les segments, dont le marketing. Et je pense que c'est ce qui va être valorisé par les investisseurs demain, et d'autant plus enfin, dans le contexte actuel, c'est que vous ayez enfin, un bon ratio d'action, enfin, et vous ayez activé tous les leviers, les bonnes pratiques qu'on attendrait d'un entrepreneur du 21e siècle à l'ère du web, enfin, qui lui permettant d'optimiser son budget d'acquisition de demain, donc via des bonnes stratégies SEO et des bonnes pratiques mises en application. Donc, le Absolument. moins vous dépensez dans votre acquisition, le mieux c'est pour l'investisseur, puisque derrière, son cash en investissant chez vous est bien investi et bien utilisé. Donc aujourd'hui, je pense qu'on valorise d'autant plus un bon deal, une bonne startup par tout l'investissement qu'elle a fait auparavant sur son actif SEO et sur ce qu'elle a mis en place pour de l'acquisition organique, quoi. Bah ouais, je suis content que ça t'inspire ça. Notre discussion et je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour les VC et pour arriver à auditer en fait la structure d'acquisition d'une C'est société. c'est quelque chose qui est, tu vois, nous, on travaille beaucoup avec des business angels qui sont pour la plupart des entrepreneurs du secteur dans lequel ils investissent, et puis quelques family office aussi. Et enfin, c'est très logique pour eux, en fait, d'étudier ces ratios-là, ces chiffres-là venant du secteur, et de challenger justement l'optimisation de ces budgets. On a beaucoup parlé des nouvelles façons de valoriser des startups de la part de fonds d'investissement VC qui viennent plutôt du monde financier et qui ont eu l'habitude d'utiliser des métriques très financières, de croissance de chiffre d'affaires ou autre. Ça a évolué avec le software as a service, où on a eu des récurrences de revenus. Donc maintenant, on parlait de nouvelles métriques comme le MRR, l'ARR et d'autres. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus attention au CUDAC, au CAC, et à l'optimisation de vos budgets, au ratio organique versus paid. Et je pense que demain, ça va peut-être inspirer des nouvelles méthodes de valorisation de start-up. Donc, quand tu disais c'est un des gros enjeux des CEO, le SEO, et que c'est un investissement, c'est peut-être aussi un investissement dans votre valo et la valo de votre boîte de demain, quoi. Ça va être considéré par les financiers comme un vrai actif. Alors, pour les investisseurs entrepreneurs qui viennent déjà du secteur, c'est ultra logique. Pour ceux qui viennent plus du monde financier et de la gestion de cash et de l'investissement VC, je pense que de plus en plus, on va voir ce type de critères-là. Et d'ailleurs, ça pose la question, les VC, généralement, pour ceux qui sont en train ou qui pensent à lever des levées à plus de 3 millions avec des fonds de venture capital français, européens, souvent, vous allez passer par des audits qui vont être des audits financiers, juridiques, parfois RH. Je ne serais pas étonné que demain, on intègre un audit SEO avec certains partenaires ou certains experts comme Eskimos pour faire un point sur ce sujet qui me paraît essentiel sur comment demain le cash va être investi et optimisé dans l'acquisition, quoi. Ça m'a vraiment donné envie d'aller directement à une slide qui était censée venir bien après, Ouais, bah oui. parce que ça rebondit vachement bien sur ton propos. Mais là, vous avez une capture du trafic d'un vrai site, en fait, qui heureusement n'a pas été vendu à son apogée et qui est
En réalité, c'est un site clinique qu'on a chez Eskimos qui nous servait à faire des tests. Et, imaginez-vous, business angel investissant dans un site, imaginez que c'est un site e-commerce, euh, en janvier 2018, avec un site qui fait principalement son acquisition en SEO, qui est du coup super rentable, et que le site, quelques mois après, il se fasse pénaliser et que son trafic dégringole à zéro et que vous n'ayez pas de… Enfin, la structure de coût de votre entreprise, elle change complètement, le modèle change complètement. La rentabilité, c'est pas sûr que vous la trouviez avec de l'ADS. Donc, cette courbe, elle est très parlante, je pense. Et il y a une vraie histoire, pour le coup, dans le monde du SEO, où il y a un site sur la cigarette électronique qui s'est vendu en 2016 à un groupe holding. Et c'est un site qui était leader sur la cigarette électronique. Il faut savoir que c'est un marché qui est réglementé, sur lequel vous ne pouvez pas faire de Google AdWords. Donc, c'est essentiel d'avoir un SEO qui est performant sur ce marché-là. Et quelques mois après la vente du site, le site a été pénalisé et a dégringolé dans les résultats de recherche. C'est un très, très mauvais investissement que la société a fait. Et pourquoi ? Parce que ça se basait sur un SEO qui n'était pas forcément très sain. Donc, quand tu disais il est important d'auditer le SEO des sites avant de racheter potentiellement une société, c'est particulièrement vrai quand on, Ah quand on ben, voit, dans ce cas-là, quand on voit dans ces ce ouais. exemples-là où le SEO, où la société est ultra dépendante du SEO, et on sait Mhm. que une stratégie SEO, c'est quelque chose de solide et de vraiment, mais vous pouvez compter dessus dans la durée quand ça a été bien fait. Mais pour Ouais. s'assurer que ça a été bien fait, il faut faire appel à un Donc, tu, spécialiste pour le vérifier. Donc, on aurait été un investisseur dans ce cas-là. Bon, après, dans la cigarette électronique, je vois pas trop d'investisseurs professionnels ou VC investir. Ils sont quand même assez limités sur ces enjeux-là ou ces secteurs. Mais en tout cas, ce qui est net, c'est on aurait tendance à voir la croissance mensuelle ou la croissance du trafic et des ventes et à se dire, bah, c'est super. Enfin, en gros, il y a une superbe exécution. Maintenant, auditer les pratiques SEO, on le voit dans ce cas-là avec des changements de réglementation, une mutation de site mal maîtrisée. Bon, bref, il y a certainement plein d'enjeux que tu maîtrises bien mieux que moi qui peuvent d'un coup mettre complètement à ras de terre toute la stratégie qui a été mise en place. On peut en avoir un impact vraiment néfaste sur l'investissement et sur le business en question, quoi. Complètement. Et surtout qu'il y a des thématiques qui sont plus volatiles que d'autres et qui commencent à rentrer, qui sont vraiment scrutées de plus en plus près par Google, notamment sur le médical, où il y a une update qui est passée, qui s'appelle la Medic Update, et qui a dégommé un grand nombre de sites dans le médical qui prenaient la parole, qui répondaient à des questions, mais qui étaient finalement pas jugés suffisamment crédibles par Google pour répondre à ces questions-là. Bon, bah, Et c'est logique, il y a des gros enjeux. en tout cas, on verra si les investisseurs ou fonds VC prennent note de ces recommandations et si dans quelques mois ou années, on voit ce type d'audit intervenir sur des investissements. Alors, on arrive à 1 heure. On va essayer Ouais, d'avancer. c'était… Tom Ouais, va peut-être nous donner quelques recommandations de base sur l'optimisation de budget, pour finir la ouais. présentation. Et puis on en arrivera à vos questions. Il y en a pas mal, donc on va essayer de les descendre au maximum et en un minimum de temps pour que vous puissiez filer à vos autres occupations ou obligations. Ok. Très rapidement sur la question du budget, j'aimerais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez estimer assez facilement le budget que vous pourriez consacrer à votre stratégie SEO. Et en fait, pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut vous poser 2 questions en fait. Combien vous avez de concurrents? Est-ce que vous êtes 100 à vous exprimer sur votre thématique, ou est-ce que vous êtes 5? Et est-ce que vos concurrents sont forts? Quand je dis est-ce qu'ils sont forts, c'est est-ce qu'ils font du SEO eux-mêmes, est-ce qu'ils ont une stratégie de mise en place. Ça, on peut nous le détecter en tant qu'agence. Est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce que des choses ont été pensées? Est-ce qu'ils ont de l'autorité? Est-ce que c'est des grosses marques? Voilà. C'est ces 2 questions auxquelles vous devez pouvoir répondre pour établir un budget. Après, je me suis un petit peu risqué à une estimation budgétaire à la louche en vous disant, voilà, si vous avez moins de 5 concurrents, a priori, bon, déjà, le SEO, ce n'est pas quelque chose qui sera forcément un canal auquel se seront intéressés vos 5 concurrents. On peut dire que sur les 5 concurrents, il y en aura peut-être 2 qui font du SEO. Donc, en fait, il y a 2 personnes à les challenger.
une technique correcte et un petit peu de contenu, et déjà, vous pouvez intégrer le top 3 aisément. Là, c'est des budgets pour intégrer le top 3, ce n'est pas pour être archi leader, etc. Après, bon, de toute façon, vous l'avez compris, si vraiment vous voulez établir un budget, le mieux, c'est de se rapprocher d'un expert. Et nous, on a l'habitude de faire des Ouais. pré-audits en SEO, où justement, dans les pré-audits, qu'est-ce qu'on fait? On estime on se demande combien vous avez de concurrents, s'ils sont forts. Et le troisième paramètre à prendre en compte aussi, c'est qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et quel est votre niveau de maturité. Et donc voilà, 5 concurrents sur 15 concurrents, c'est une technique robuste. Pour le coup, du contenu en quantité et un petit peu de linking. Le net linking, c'est ce qui va coûter le plus cher généralement dans une stratégie SEO sur le moyen terme. Et en plus, le net linking a ça sur la technique et sur le contenu. En fait, vous faites que mettre des pièces dans votre propre tirelire. Hein, c'est super. Votre site, techniquement, il va plus vite, il est plus lisible pour l'utilisateur, pour Google, etc. Vous l'améliorez, le contenu, c'est pareil. Ça reste tout ça. Le linking, c'est dépenser de l'argent pour faire parler de vous sur d'autres sites. Donc, vous capitalisez moins sur le linking, c'est toujours un peu embêtant. Donc, si vous avez moins de 15 concurrents, le linking, ce n'est pas obligatoire d'avoir une stratégie super poussée. Sur 2 ans, voilà, on préconiserait un budget entre 30 et 60 000 euros. Sur la question du budget, on part du principe que vous confiez tout à une agence Et, comme la nôtre. Et comme tu le disais, c'est pas un budget one shot, mettre en place la stratégie et après tout se passe bien. Enfin, Angéline nous soumettait le fait que les algorithmes de Google évoluent, que les tendances changent. Bah justement, c'est un budget qui doit se voir sur le long terme parce que, enfin, il y a une certaine maintenance Ouais, à garder pour anticiper les changements, pour être attentif. Et d'où l'importance de s'entourer de professionnels parce que c'est difficile de maîtriser tous les outils, tous les paramètres et de suivre en temps réel ce qui va se passer sur le marché. Donc, enfin, voilà. absolument. Et puis, il ne faut pas avoir trop peur de les algorithmes changent, je vais être déclassé du jour au lendemain. Ça, c'est vrai si vous avez été trop agressif, notamment sur votre stratégie de linking, vous risquez de vous faire pénaliser. Mais sinon, si vous avez fait les choses proprement, vous n'allez pas être déclassé. Vous allez être déclassé juste lentement si jamais vous l'entretenez pas. Par contre, vous allez louper des opportunités. Et ça, c'est important. Il y a la position 0, par exemple, qui a émergé, je pense que c'était en 2018, où aujourd'hui, si vous tapez, vous pouvez faire le test, si vous tapez, je pense, référencement naturel, il doit y avoir une position 0 sur ce mot-clé-là, ou CRM, je suis à peu près sûr qu'il y a une position 0. Vous allez voir qu'il y a un résultat, un gros bloc tout en haut qui apparaît avec un peu la réponse déjà à la question. Et ça, c'est des opportunités qui n'existaient pas à l'époque. Et il y a toute une stratégie SEO à mettre en place pour arriver à prétendre, à postuler à ces positions 0-là. Et du coup, le fait d'être accompagné, c'est s'assurer aussi que toutes les opportunités que vous offre le moteur de recherche, vous pouvez les saisir à la volée. Très bien. Bon, bah écoute, Tom, et ouais, plus de 20 Ouais, concurrents après, alors. plus de 20 concurrents, bon, bah là, c'est l'artillerie lourde. Tout doit être parfait, optimisé. Mais je vous dis, c'est un exercice un petit peu délicat. J'espère que ça vous sera utile quand même, ces fourchettes budgétaires. L'idée aussi, c'est de voir, voilà, sur moins de 5 concurrents, sur un an de SEO un peu poussé, vous avez fait le gros du travail. Après, c'est un petit entretien. Vous pouvez parler à votre agence ou avec votre consultant tous les 6 mois et ça ira. Sur moins de 15 concurrents, sur 2 ans, déjà, vous pouvez faire des belles choses. Et après, sur plus de 20 concurrents, de toute façon, le SEO, il faut en faire tous les jours quand on est hyper dépendant de ce canal. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à prendre contact aussi avec nous pour un pré-audit. Ok, bah, bien sûr. Merci Tom. Et puis peut-être si on doit conclure, pourquoi le SEO pour votre visibilité, un trafic qualifié, pouvoir faire des économies. Enfin, c'est un super canal qui a des synergies avec toute votre stratégie paid acquisition. Et puis c'est un investissement long terme, comme tu disais, qu'il faut savoir maintenir et anticiper. Et pourquoi on en parle dans ce contexte? Parce que bah, généralement, on a un tout petit peu plus de temps pour préparer du nouveau contenu, revoir l'ensemble de sa stratégie marketing et y intégrer le SEO. On le voyait, c'est la priorité de près de 60% des équipes marketing sur certains rapports qui ont été soumis il y a pas très longtemps par la profession. Et puis, c'est un canal qui est assez complexe, mine de rien, à maîtriser, qui nécessite une vraie Il n'y a expertise. pas de mode d'emploi. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Et tu le disais, c'est un investissement. Un investissement, c'est pas parce que le SEO, c'est de l'acquisition en soi gratuite que le mettre en place est gratuit. Tout à Euh, fait. et donc, et donc, c'est un investissement que vous devez faire avec un expert et puis dans du temps aussi. Donc, on a essayé, enfin, Tom a essayé de prendre du temps pour vous donner un peu comment dire, les premiers outils.
et il se tient disponible pour répondre à toutes vos questions plus précises. On va descendre, pour éviter de frustrer l'audience, on va descendre rapidement quelques questions et puis de répondre à un maximum pour finir. On a quelques questions sur l'académie dont tu parlais au tout début. Mhm. Donc, Julien qui demande, hop, si je remonte sur sa première question, bon, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'académie gratuit, payant pour nourrir vos recrutements? C'est pas forcément pour nourrir nos recrutements en réalité, hein. Nous aussi, on a un D'accord. besoin de recrutement, mais voilà, les gens qui vont intégrer l'académie seront libres d'aller travailler chez Eskimos ou dans des agences concurrentes. Il y a pas de sujet là-dessus. Euh, Vous, donc voilà, et vous l'académie, travaillez elle est… avec des freelances aussi ou pas? Non, pas du tout. Pour le D'accord. coup, nous, on internalise toutes nos ressources. On ne travaille pas du tout avec des freelances. Alors, on va travailler avec des freelances, des rédacteurs. Nous, on D'accord. fournit beaucoup de contenu pour nos clients. On a des chefs de projet édito chez nous qui créent des roadmaps éditoriales, qui créent des briefs. Et derrière, après, on a des rédacteurs qui écrivent le contenu en français, en anglais, en danois, des rédacteurs qui sont spécialisés en assurance, sur des thématiques du féminin, du masculin, etc. D'accord. On a Et sur Maya qui… l'académie, ouais, pardon. Ouais. Non, vas-y, je te laisse finir sur l'académie. Donc, sur l'académie, c'est payant. C'est une formation qui coûte 4 900 € sur 8 mois, le format bootcamp, et qui est garanti CDI ou remboursé. Donc, si les personnes qui participent à l'académie et vont au bout des 2 mois de formation, ne trouvent pas un CDI dans les 6 mois, on leur rembourse l'intégralité du montant de la formation. Nous, on est assez sûr de notre coût. C'est une transmission vraiment de savoir-faire opérationnel. C'est une transmission de méthodologie. On a plein de gens qui vont être cultivés en SEO, qui vont même savoir avoir des bonnes notes. S'il y a un QCM et SEO, ils vont pouvoir être très bons. Par contre, si en phase 2, il y a un client qui veut mettre en place une stratégie, ils ne sauront pas forcément par où commencer. Et du coup, nous, l'idée de cette formation, c'est de donner un cadre. Et c'est du coup une formation qui n'existe pas sur le marché et qu'on a créée. Et alors, pour répondre à Thomas, comment on devient un consultant SEO? On passe par l'académie Eskimos. Thomas, c'est une très bonne question. Moi, pour devenir consultant SEO, j'ai dû devenir stagiaire à 25 ans dans une société parce que j'avais pas d'expérience en SEO et j'avais une petite expérience en marketing, mais ça suffisait pas à rentrer. Eskimos était une structure fragile qui pouvait pas faire le pari d'embaucher quelqu'un en CDI alors qu'il n'avait pas vraiment d'expérience solide et des hard skills sur la matière. Et du coup, pour devenir consultant SEO avant l'académie, fallait faire un sacrifice Hmm. et devenir stagiaire, rentrer par la petite porte. Donc, c'est très facile quand on est en école, qu'on est un jeune étudiant, on fait des stages en SEO, on devient consultant SEO. Quand on s'intéresse au métier un petit peu plus tard, ce qui était mon cas, il n'y a pas vraiment de moyen de devenir consultant SEO. Et c'est vraiment pour ça que la formation est faite. Moi, la formation, c'est quelque chose, en fait, l'académie, c'est quelque chose, c'est un projet que j'aurais adoré avoir, en fait, au moment où je postulais chez Eskimos et que j'ai dû accepter euh, un, un contrat de stagiaire parce que justement, j'avais pas ces hard skills-là. Ok. Et on a pas mal parlé du divers case studies, clients et autres. On a très peu axé volontairement sur les startups, bien qu'on ait cité quelques cas et pourquoi c'est intéressant pour les startups d'un point de vue budget. Emmanuel nous demande en gros, est-ce que tu peux nous parler un peu du mentoring SEO pour les startups? Est-ce que vous avez des offres dédiées? Comment vous travaillez avec les startups par Ouais, rapport à vos clients grands groupes? ouais, absolument. Alors, le mentoring SEO s'adresse aux startups qui ont une vraie volonté de prendre les sujets en SEO en interne. Ce qu'on constate nous, chez les startups, très souvent, c'est qu'on travaillait avec elles pendant 6 mois, un an, et puis derrière, elles internalisaient très souvent. Mais on leur avait pas forcément tout donné parce que même s'il y avait des livrables, on cohabite, et on aurait pu aller même plus loin dans la transmission. Et nous, notre but, c'est vraiment pas de faire de la rétention. Du coup, Hmm. on a monté un programme de mentoring qui va consister pendant 3 mois. Sur 3 mois, il y a 12 semaines. Du coup, et chaque semaine a une thématique. Semaine 1, comment on réalise une étude de concurrence. Semaine 2, comment on réalise une étude de mots-clés. Et voilà, on fait de la transmission. Donc, on crée des livrables appliqués au client. Du coup, appliqués à sa startup, on va créer l'étude de mots-clés, créer l'étude de concurrence et on la co-crée avec lui. Et ça, donc, il y a 12 semaines thématiques. Et au bout de ces 12 semaines-là, a priori, la personne, elle est complètement autonome sur 90% de ce qui pourrait être amené à faire au quotidien, mais il y a toujours les 10% restants où on peut être dans une incertitude, un nouveau cas, on n'est pas sûr. Et on a 1 heure toutes les 2 semaines de mentoring, un échange avec le consultant pour justement régler ces 10% qui peuvent être restants, et ça pendant 9 mois. Très bien. Et alors, comment, c'est une question qu'on se pose, alors Charles nous la pose, comment vous faites pour bosser efficacement avec des clients sur des secteurs complètement différents?
Alors, les consultants SEO, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 90% des consultants SEO sont des profils marketing. À la base, c'est des gens qui ont fait des masters en marketing digital. Ce n'est pas, contrairement à une idée reçue, des développeurs, pour 90% d'entre eux en tout cas. Et du coup, quand on fait du marketing, justement, on a cette habilité, on est habitué à s'adresser à différents personas, à se mettre à la place. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on arrive justement à travailler un coup pour un assureur, un autre coup pour une marque de rasoir, une autre fois pour un groupe dans l'industrie. Et on arrive justement à chaque fois à faire ce travail de modelage. Et on arrive à ça parce que justement, nos consultants sont des profils marketing. Ok. On a plusieurs questions sur le netlinking, de Christelle notamment. Je te les pose dans la foulée, il y en a trois, et puis comme ça, tu pourras y répondre. En gros, le netlinking est-il vraiment pertinent? N'a-t-il pas une durée limitée? Je te pose les deux autres. Donc, sur la durée limitée du netlinking, est-ce qu'on peut supprimer un backlink sur des sites qui n'ont rien à voir avec son activité? Et puis, est-ce que tu as des mauvaises pratiques, deux, trois mauvaises pratiques en termes de netlinking? Donc, la durée limitée du netlinking, est-ce qu'on peut supprimer un backlink de sites qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait? Et puis, des mauvaises pratiques, peut-être que tu peux nous citer. Ouais, sur la durée limitée, mettez-vous toujours dans la peau de Google. Faire autorité auprès de Google en créant des liens. Si tous vos liens ils datent de 2016 et que depuis 2016, vous n'avez reçu aucun lien, je pense que la personne qui a posé la question a la réponse en formulant les choses comme ça. Donc, c'est important d'être dans une redondance, de travailler les choses quand même dans la durée et d'avoir des liens frais qui arrivent un petit peu tout le temps. Quand je Ok, disais que nous, pour Eskimos, on avait coupé vachement nos budgets SEO, on fait toujours un petit peu de netlinking pour alimenter toujours la machine, même si on en a moins besoin. Mais c'est important de faire preuve quand même, de dire à Google, regarde, on est encore là, on parle de nous. Supprimer un backlink, pourquoi pas? Alors, il y a une chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de la pénalité pingouin. Elle pénalisait les sites qui avaient des mauvais backlinks, des backlinks de mauvaise qualité. Qu'est-ce que certaines personnes mal intentionnées se sont mis à faire en 2015-2016? Elles sont mis à créer artificiellement des mauvais backlinks vers des sites de concurrents pour dire à Google, regardez, ce site, il fait des mauvais backlinks, il faut le pénaliser. Du coup, ce qu'on appelait du negative SEO, on faisait, et Eskimos, on l'a subi ça par un concurrent. Il y a un concurrent qui nous a fait 10 000 liens sur l'encre agence SEO sur des sites, c'était des liens qui étaient faits en automatique sur des commentaires euh, de sites. Et donc, en fait, cette pratique s'est un peu généralisée, c'était la jungle. Et du coup, aujourd'hui, les mauvais backlinks sont quand même de moins en moins pris en compte par Google. Donc, d'accord. l'intérêt de supprimer un backlink, il est assez limité. Dans le cadre d'Eskimos, on a reçu, je vous dis, franchement, c'était assez impressionnant, près de 10 000 backlinks en l'espace de 2 mois. Au début, on a commencé à les désavouer, on contactait les sites pour les supprimer. Et puis, en fait, c'était juste pas gérable. Et au final, on n'a pas bougé d'un iota suite à cette campagne-là. Preuve que Google prend quand même aujourd'hui de moins en moins en compte les mauvais backlinks dans le référencement D'accord. d'un site. Par contre, les bons, ça je tiens à le préciser, tous les jours on constate quand on fait des bons backlinks que les résultats progressent. Emmanuel, tu peux nous définir rapidement ce que c'est une encre pour Emmanuel? Ouais, alors une encre, quand je fais un lien, quand Angel Square fera un lien par exemple sur son blog sur le site d'Eskimos, il aura possibilité de le faire en mettant allez visiter www.eskimos.fr ou allez visiter cette super agence SEO et en faisant le lien sur agence SEO. Donc l'encre de lien, c'est le texte qui porte le lien hypertexte. Ok. Très bien. On a des questions rapides sur le SEO. On a Gabriel qui nous demande si le SEO peut être utilisé pour faire remonter des offres d'emploi. Bien sûr, le SEO peut être utilisé pour faire remonter des offres d'emploi. Après, il y a des mastodontes. Tout à l'heure, j'avais la serre pantalon homme, offre d'emploi. Il faut voir sur quel secteur d'activité. Alors, pour le coup, nous, on a un site euh, qui s'appelle. Enfin, je préfère pas donner forcément de référence parce que j'ai même plus forcément le truc en tête. Mais on a un site, nous, un job board qui se référence très bien sur sa niche. Donc, c'est assez. Enfin, il y a totalement la possibilité de faire du SEO sur des offres d'emploi. Attention, c'est bien si c'est un site qui est niché, c'est un job board niché. Euh, Si vous voulez vous référencer, si vous êtes très généraliste ou si vous avez deux offres d'emploi, ça va être très difficile de les faire remonter. Ok.
Il y a Stéphanie qui nous demande si c'est important, d'ailleurs bonjour Stéphanie, si le SEO est important dans le B2B, enfin, est-ce que tu notes des différences entre B2B, B2C Alors, ouais, hyper important en B2B. hmm. Aussi important en B2B qu'en B2C. Peut-être même, je me risquerais même à dire même peut-être plus important. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est pareil. Aujourd'hui, quand une entreprise achète, bah, elle passe par Google pour se renseigner et pour faire une sélection de prestataires. Une sélection d'outils, c'est essentiel en B2B. Ok. On a Angéline qui nous demande si on peut écrire un article de blog en indiquant le lien d'Eskimos pour parler de votre webinaire, mais à l'inverse, il faut également parler de notre article de blog. C'est bien cela, ça ne va pas que dans un sens. Alors, Angéline, je ne comprends pas trop Ouais, alors, Je pense c'est que tu Angeline. voulais aussi. Ouais, c'est Angéline qui a été Euh, particulièrement active. Merci Angéline. Euh, Bah, en fait, enfin, il y a une pratique qui s'appelle l'échange de liens, c'est-à-dire que si on fait si vous faites un backlink vers Eskimos sur votre blog, et ben Eskimos peut vous rendre l'appareil, ce qui s'appelle de l'échange de liens, mais c'est pas un très bon indicateur pour Google. Il vaut mieux prendre un lien plutôt que de le rendre, si vous voulez. Encore 100 minutes et on va finaliser pour ceux à qui on n'a pas malheureusement pas pu répondre aux questions. De toute façon, Tom a mis son lien et puis vous pourrez prendre contact avec lui volontiers. Je prends la question de Christelle qui nous demande l'impact des réseaux sociaux sur le SEO. L'impact des réseaux sociaux sur le SEO, il est indirect parce que les liens en fait sur les réseaux sociaux ne sont pas des liens qui sont forcément crawlés par Google. Google, pour se connecter à Facebook, il faut un login. Google ne peut pas crawler Facebook, hormis vos pages entreprises. Donc, il est assez limité d'un point de vue backlink. Un lien sur les réseaux sociaux, on ne considère pas que c'est un backlink. C'est un backlink. Par contre, ça, comment aujourd'hui on fait autorité sur sa thématique, c'est en étant présent sur les réseaux, en étant présent sur les réseaux sociaux, en faisant du trafic, Oui, en servant des réseaux sociaux pour faire du trafic. Et il y a des indicateurs que Google peut voir. Par exemple, le nombre de fans, d'abonnés à une page, Google peut y avoir accès à cette donnée-là. Il peut se dire, OK, bah, sur cette thématique-là, cette personne-là, elle a 100 000 abonnés, alors qu'en face, on a cet autre site qui justifierait de 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. A priori, l'autorité, elle est plutôt de ce camp-là. ok. Donc, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à dire n'en faites pas pour faire du SEO. Par contre, si vous en faites sérieusement et que vous marchez bien sur les réseaux sociaux, ça servira à votre SEO. Ok, bon Christelle, je vous propose de prendre contact avec Tom. A priori, donc Christelle, bonne autorité sur Google, j'existe depuis 2005, travaille le SEO, c'est galère. Comment l'expliquer? Je vous propose d'en discuter tous les deux ensemble. Euh, voilà, je pense que tu sauras répondre à ces questions. On a aussi une question de Patrick. Est-ce que l'achat de différents noms de domaines redirigés vers le site internet favorise le SEO ou seulement les AdWords? Est-ce que l'achat de différents noms de domaine qu'on redirigerait vers notre site, est-ce que ça favorise le SEO? Ça dépend. Est-ce que c'est des noms de domaine qui ont un historique ou est-ce que c'est juste des noms de domaine? S'ils ont un historique et qu'ils reçoivent eux-mêmes des liens, oui, ça peut favoriser le SEO. Attention cependant à ce Ok. que ça soit, ce qu'ils aient bien un lien thématique avec votre site. Ok, question d'Hervé qui est arrivé au tout départ. J'espère qu'il est encore là, sinon il regardera les replays. En gros, y a-t-il des pays en Europe qui sont plus réceptifs aux avantages du SEO, Europe du Nord, Europe du Sud? J'imagine que comme tu parlais de votre internationalisation en cours, c'est des sujets que vous regardez attentivement. Tu as des retours de marché là-dessus ou de clients Alors, pour le moment, assez peu parce qu'on n'y est pas encore. Donc, je peux pas avoir un avis trop tranché encore là-dessus. Après, ce qu'on constate, c'est que sur les études de marché qu'on a fait quand même par ailleurs, c'est que la tendance suit bah, les pays où le digital s'impose en force. C'est-à-dire que c'est sur l'Angleterre et c'est sur l'Allemagne qu'il y a des opportunités qui sont pour nous les plus intéressantes Ok. comparativement aux pays latins. Ok, Johan, on finit sur celle-ci. Après, ça va être le quick and dirty. Il y a deux, trois questions à lesquelles tu peux répondre vraiment en quelques secondes. Johan qui nous pose la question sur le SEO vocal qui commence à être tendance cette année grâce à Alexa ou l'assistant Google. Doit-on écrire plus de questions dans notre site web en H1, H2 ou uniquement dans nos articles? Toujours se poser la question de savoir si dans le contenu que vous écrivez, enfin, à quelle question vous voulez répondre, est-ce qu'il y a de la place pour du vocal ou pas? Est-ce que vous pensez que vous pourrez être pris en vocal par la nature de votre contenu? Donc ça, c'est vraiment à étudier au cas par cas. Mais sur le vocal, je vous invite à vous rapprocher d'un expert pour justement essayer de créer des contenus qui répondent vraiment aux guidelines de Google, à ce que Google attend
sur cette partie-là. Après, sur le vocal, il y a beaucoup de choses à dire. On parle beaucoup aujourd'hui de moteurs de réponse où finalement on pose une question, il n'y aurait plus qu'une réponse qui sortirait et que le SEO est un peu mort parce qu'avant on avait les 10 résultats et demain ça sera juste la primeur à celui qui est premier. Moi, je vais un peu en contradiction avec ça. C'est vrai pour la date de naissance de Barack Obama. C'est pas vrai si j'ai envie de partir en vacances. C'est pas vrai si j'ai envie de choisir une assurance. C'est pas vrai si j'ai envie de choisir une agence SEO. Je vais pas demander à Alexa de me choisir mon agence SEO si vous voulez. L'intérêt du multi-résultat, il est énorme et c'est en cela que réside. C'est en ça que Google est un outil génial. C'est juste pour nous fournir le prestataire à chaque fois. J'y crois moyen. D'accord. Bon, allez, les dernières questions. Donc, tu vas pouvoir y répondre rapidement. Maya, combien coûte votre audit? Notre pré-audit, il est gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Le pré-audit, c'est juste, on analyse votre site, on analyse votre marché, et sur la base de ces 2 analyses, on vous dit, bon, bah, voilà ce qu'il faut faire et voilà quel prix ça coûterait. Super. Thomas nous demande s'il est votre formation prise en charge par Pôle emploi. Oui, Très bien. Et Pauline, est-ce que vous avez de l'expertise également pour les SEO des apps mobiles? absolument, on a une expertise dédiée à ce qu'on appelle l'ASO chez nous, App Store Optimization. Super. Et alors, pour identifier les on a un spectateur anonyme qui nous demande, qui nous pose une question, si tu recommanderais des outils gratuits pour identifier les backlinks mis en place actuellement sur notre site. Google Search Console. Impec. Bon, bah écoute, merci beaucoup Thomas. Tom, on savait que c'était un sujet très vaste et merci beaucoup d'avoir pris le temps. On a pris une demi-heure de plus. On espère que Merci à ça toi vous pour a la plu. tribune. Vous pouvez retrouver le replay sur notre YouTube et puis notre prochain article avec Eskimos, très certainement pour reprendre les éléments importants de cette conférence. Merci encore. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, de vos proches et puis on se retrouve très vite pour un prochain webinaire.